Pour vous expliquer un peu la façon dont ça va se passer. On a construit cette journée un peu à l'image de ce qui est censé être la chaire, c'est-à-dire un lieu de rencontre entre les industriels, les académiques et puis le milieu de la défense, puisque, encore une fois, si vous n'êtes pas tout à fait accoutumé à la chaire architecture des systèmes complexes, c'est une chaire qui démarre avec 4 industriels qui viennent rencontrer l'Institut Polytechnique de Paris. Vous les avez directement ici. Ils sont présents dans la salle et on va pouvoir discuter avec eux tout au long de la journée. 4 industriels qui viennent voir l'Institut Polytechnique de Paris pour monter une chaire d'enseignement et de recherche. Alors la chaire, elle est en phase d'émergence, puisqu'on aura l'occasion d'en reparler, mais actuellement, les 4 écoles qui sont concernés directement par cette chaire, qui sont l'école polytechnique, l'école nationale supérieure de technique avancée, Télécom Paris et Télécom Sud Paris, eh bien, elles sont en phase de recrutement. Donc, il y a des recrutements qui sont en cours pour recruter 4 enseignants-chercheurs, 4 enseignantes-chercheuses qui seront dédiés directement au travail de la chaire. En attendant ce recrutement, cette journée, on a voulu la construire un peu à l'image d'un cycle de vie de projet, c'est-à-dire que ce matin, on va avoir déjà 2 premières présentations. 2 présentations avec une première qui sera la présentation de Télécom Paris. Et puis, ça donnera lieu à un certain nombre d'échanges, de questions-réponses. En tout cas, on le souhaite. Une deuxième intervention ensuite qui sera l'intervention de l'ENSTA Paris. Alors, même chose, présentation et puis questions-réponses. Et puis, après une pause, eh bien, on passera sur un premier atelier où vous avez vu qu'il y a beaucoup de chaises rouges qui sont alignées là sur l'estrade. Eh bien, elles sont destinées à accueillir les représentants des mécènes, de l'Agence d'innovation de défense, de la Direction générale de l'armement. Vous avez reconnu quelques costumes tout à l'heure au moment de l'accueil. Et puis, les représentants des 4 écoles. Et là, on l'a construit comme un atelier où chaque participant va avoir l'occasion de présenter directement une problématique, de présenter un axe de travail et d'engager directement un dialogue. Et puis comme, évidemment, nous sommes en veille, puisque la totalité de la journée, elle est retransmise sous forme de webinaire, eh bien, on vérifiera si on a des questions qui sont directement dans la salle. Bien évidemment, on a suffisamment de micros pour ça. Et puis j'espère que ça permettra encore une fois d'affiner, de relancer directement les échanges. Donc voilà comment on a construit cette journée en un grain du matin et un grain de l'après-midi qui sont à peu près identiques. Et donc, comme je vous le disais, eh bien, nous allons commencer notre matinée par la présentation donc, de Télécom Paris. Et donc, je vais rapidement donner la parole à Dominique Blouin. Alors, Dominique Blouin, il est Associate Professor à Télécom Paris. Dominique Blouin, il est membre de l'ACES, Autonomous and Critical Embedded Systems Research Group, ça fait long à dire, au sein du LTCI, donc Information Processing and Communication Laboratory. Parmi les domaines de prédilection de Dominique se trouve la modélisation multiparadigme. Je pense que ça risque de parler à certaines ou certains d'entre vous. La MPM, c'est une modélisation qui préconise la combinaison de langages de modélisation modulaire réutilisables plutôt que l'utilisation d'un seul langage monolithique pour la modélisation de l'ensemble du système. Dominique Blouin, je vous laisse la parole. Merci. Bonjour à tous. Merci de me donner la chance de pouvoir présenter différents travaux de recherche dans cette chaire-là. C'est une chaire qui m'intéresse beaucoup, en fait, parce que, comme vous allez voir, on travaille beaucoup, nous, sur l'architecture, la modélisation de l'architecture, et avec des systèmes qui sont de plus en plus complexes ou compliqués aujourd'hui. Et donc, j'ai prévu d'abord de vous faire peut-être, en fait, de rappeler un peu ou de discuter un peu de ce que c'est finalement qu'un système complexe. Qu'est-ce que c'est que l'architecture, très brièvement. Qu'est-ce que c'est que le MBSE, le Model Based System Engineering. Est-ce qu'il y a beaucoup d'industriels ici? Je pense que oui. Est-ce qu'il y en a qui pratiquent le MBSE dans leur industrie? Combien? Vous pouvez lever la main.
D'accord, on va parler un peu de ça. Moi, je suis toujours intéressé par savoir comment c'est pratiqué dans l'industrie, hein, parce que nous, on est académique, des fois, on n'a pas toujours les bonnes informations. Mais on va voir ça tout à l'heure. Et après, je vais vous parler vraiment plus précisément de ma recherche. C'est ce qui s'appelle le model management. En fait, on se rend compte que quand on fait des systèmes complexes, on modélise. On n'a pas qu'un seul modèle, on a plein de modèles pour pouvoir couvrir les différents aspects du système, les différents niveaux d'abstraction. Et du coup, il faut être capable de gérer ces modèles, sinon on va voir en fait qu'on a beaucoup de problèmes dans nos conceptions. Voilà, après une petite conclusion. Donc, qu'est-ce qu'un système complexe? J'ai pris certaines images ici. Là, il y a peut-être une petite distinction à faire hein, quand on parle de système complexe. Si je parle de système complexe à ma collègue Ada Diaconesti, elle va me dire « Mais non, ce n'est pas des systèmes complexes sur lesquels tu travailles, c'est des systèmes compliqués. » Donc, quelle est la différence entre les deux? Donc, je suis allé voir un peu sur Wikipédia qu'est-ce qu'on dit pour un système complexe. Qu'est-ce que c'est? On dit en fait que c'est composé de plusieurs composants qui interagissent avec eux. Mais bon, je pense que ce n'est pas suffisant. Hein, déjà, ça s'applique à différents domaines, tels qu'illustrés par la figure ici, les domaines de transport, les avions, les bateaux. Ici, c'est le Falcon Maltese. Hein, c'est un bateau complètement automatisé qui peut se naviguer tout seul avec les voiles, etc., qui n'a presque pas besoin de personne pour naviguer. C'est pour ça que je l'ai mis. Les power grids, les voitures connectées. Et on parle même d'un système complexe des organismes vivants, comme par exemple le cerveau humain, des organismes de personnes et même de l'univers entier. Donc ça couvre, quand on parle de système complexe, ça couvre assez large. Je ne suis pas sûr en fait que dans cette chaire-là, on a envie de parler de l'univers ou du cerveau ou de tout ça, mais bon, c'est bien quand même de rappeler un peu ce que c'est. Mais une caractéristique surtout de ces systèmes-là, moi qui m'intéresse, c'est la difficulté de planifier ce que vont faire ces systèmes-là, c'est-à-dire la difficulté de tout planifier à la conception, de savoir exactement quelles seront les conditions dans lesquelles ces systèmes-là vont s'exécuter, en fait, de tout planifier. C'est ça, je pense, qui est un peu la complexité ici. On voit des choses comme des non-linéarités, des émergences spontanées, des propriétés émergentes qui sont, en fait, peut-être un peu plus que la somme des propriétés des systèmes composés. Donc, c'est là, en fait, aussi que la conception devient difficile, et c'est là que c'est important aussi, justement, de parler d'architecture. Parler de la complexité, nous, dans mon domaine, en fait, nous, à Télécom, on travaille beaucoup sur un langage de modélisation qui s'appelle AADL, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un langage de modélisation de système embarqué, on fait partie du comité de standardisation. Et donc, c'est un langage qui, à l'origine, était pour l'avionique. Et donc, on utilise souvent ici ce petit graphique pour montrer la complexité des systèmes, l'évolution de la complexité des systèmes en avionique. Et là, ici, ce que j'ai, simplement, c'est pour les deux grands fabricants d'avions, Boeing et Airbus, on a mis en graphique le nombre de lignes de code. SLOC, c'est Software Lines of Code. Donc, on utilise ça un peu comme indicateur de la complexité, parce qu'en fait, dans l'avionique, on se rend compte qu'un avion, ça doit implémenter de plus en plus de fonctions. Il y a plein de choses qui sont automatisées, les pilotes, l'atterrissage, etc. Et ça se traduit, en fait, par une forte croissance dans le nombre de lignes de code. Et donc, ici, vous avez une échelle logarithmique, et quand on trace le graphique, on se rend compte que ça double, le nombre de lignes de code double à chaque 4 ans. Et donc là, on est un peu dans des effets non linéaires, si on voit. Donc, et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a vraiment des problèmes à développer ces systèmes-là. Donc, dans ce graphique-là, ici, vous voyez, c'est un vieux graphique, hein, ici, vous êtes en 2010. Vous voyez qu'à un moment donné, si on continue la ligne, on verrait qu'on arrivait quand même à 299 millions de lignes de code. Mais en fait, les derniers projets qui ont eu lieu aux États-Unis, les derniers hélicoptères qui ont été construits, les gens se sont rendus compte qu'en fait, ils sont arrivés dans cette courbe-là. Ils avaient un cahier des charges, plein de fonctions qu'ils auraient voulu implémenter pour leur hélicoptère. Mais en fait, dû à la complexité de ces systèmes-là et la difficulté de les développer, ils ont été obligés de réduire le cahier des charges parce que ça aurait coûté beaucoup trop cher, ça n'aurait pas eu de sens de construire un hélicoptère aussi cher. Donc tout ça pour montrer les problèmes de complexité qu'on a en avionique. Et je pense que ce n'est pas en avionique. Hein, si on parle au niveau de la voiture, c'est en fait aussi compliqué maintenant une voiture. Et puis quand on parle de voiture connectée, c'est encore pire. J'aime bien montrer ici ce petit graphique qui nous vient
nos collègues aux US, on regarde le F-16 et le F-35. Donc, ils ont fait pas mal d'études là-dessus, sur les coûts de développement du F-16 et du F-35. Si on regarde le nombre de lignes de code, on se rend compte que le F-35 a 175 fois plus de lignes de code que le F-16. Donc, c'est quand même pas mal plus, pas mal plus compliqué, pas mal plus de fonctions. Si on regarde l'effort qui a été requis pour développer cet avion-là, en fait, c'est 300 fois plus. Donc, on voit qu'on est encore une fois dans des problèmes de non-linéarité. Tout ça dû à la complexité de ces systèmes-là. Et puis, si on regarde le pendant européen, on va voir la 400M. En fait, 10 ans de délai sur la livraison. Ça a coûté beaucoup plus cher que prévu. On peut regarder l'EPR. Il y a plein d'exemples, en fait, qui illustrent cette complexité-là. Maintenant, qu'est-ce que c'est que l'architecture? Bon, je crois que tous, vous savez un peu ce que c'est que l'architecture système ici, mais je suis allé voir encore une fois la définition de Wikipédia. C'est en gros un modèle conceptuel qui définit la structure et le comportement du système et aussi qui définit des vues qu'on peut avoir sur ce système, des vues qui capturent des propriétés d'intérêt et qui sont liées très souvent à ce qu'on appelle les parties prenantes du projet. Donc, typiquement, on a des architectures qui sont à base de composants, qui sont hiérarchiques, un composant est décomposé en sous-composants. Et ce qu'il faut, c'est d'arriver à faire fonctionner tous ces composants correctement ensemble pour que le système, globalement, fonctionne correctement. En modélisation, on va parler de langage de description d'architecture. ADL, ça en est un, mais il y en a plusieurs, évidemment. Il y a SysML que vous connaissez. Il y a un standard sur la description des architectures, le I3E 42010, qui, justement, nous fournit un peu comme un métamodèle de ce que c'est que l'architecture. Le système d'intérêt a une architecture. On utilise une description de ces architectures-là. On a des parties prenantes qui ont des préoccupations. On va, du coup, pour ces préoccupations-là, on va créer des points de vue sur les modèles pour ces préoccupations-là qui vont gouverner la façon dont on crée les vues, etc. Donc ça, c'est un truc qui est très intéressant. C'est quand même à la base de beaucoup de langages de description d'architecture. Maintenant, qu'est-ce que c'est l'architecture des systèmes complexes? On va combiner un peu l'architecture ici avec ces différents systèmes complexes qu'on peut trouver. Nous, évidemment, on ne va pas s'intéresser à l'architecture de l'univers, je crois. C'est peut-être pas trop le but de la chaire. Et maintenant, l'ingénierie système, qu'est-ce que c'est? INCOSI, vous devez connaître tout ça, c'est International Council on Systems Engineering. Donc, en fait, c'est une approche transdisciplinaire pour développer des systèmes, mais qui concerne à la fois toutes les phases du cycle de vie du système, à la fois dès sa conception, dès son utilisation. Et après ça, les systèmes, maintenant, comme on le voit dans le cycle ici, ils évoluent. Donc, c'est pas parce qu'on a un système qui fonctionne, on a de la maintenance, mais éventuellement, le cahier des charges peut changer, les besoins utilisateurs vont changer, et donc on va avoir des évolutions, des transitions, etc. Donc l'ingénierie système, elle est très bien parce qu'elle spécifie un peu tous ces processus et comment on doit développer ces systèmes-là. Et maintenant, qu'est-ce que c'est que le Model-Based System Engineering? L'idée, c'est qu'on va faire de l'ingénierie système, mais pas seulement avec des documents Word ou des documents Excel, mais on va utiliser ce qu'on appelle des modèles. Donc ça, c'est un peu ce qu'on appelle un changement de paradigme qui a commencé déjà il y a un petit bout de temps. Nous, on travaille sur ADL depuis au moins une quinzaine d'années. Est-ce que ADL est beaucoup utilisé dans l'industrie? Ça l'est un peu. À l'armée américaine, en fait, ils utilisent maintenant en production. Mais ça ne fait pas si longtemps que ça. Donc, c'est un paradigme qui existe depuis longtemps, mais c'est long avant qu'il soit adopté par l'industrie. C'est pour ça qu'on va voir un peu l'état de l'art. Mais l'idée principale, c'est qu'au lieu de spécifier notre système avec des documents Word ou des diagrammes d'architecture informelle, des boîtes et des flèches dessinées avec PowerPoint, on va construire les bons langages de modélisation qui vont bien pour spécifier ce système. Et un des tout premiers avantages, déjà, c'est que ça permet de s'entendre sur un vocabulaire. Quand on travaille dans des domaines, on se rend compte des fois que même deux experts du même domaine peuvent avoir des significations un peu différentes sur certains concepts. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut utiliser, par exemple, des ontologies pour spécifier précisément les vocabulaires. Donc, dans notre langage ADL, nous, quand on dit un processeur, on dit un thread, on dit un truc, tout le monde
c'est standardisé, regarde dans le standard, on sait ce que ça veut dire. Déjà, le fait de construire un langage de modélisation permet justement de s'entendre sur les termes. Et ensuite, quand on utilise un langage de modélisation pour spécifier un système, on est obligé d'être plus précis. On est moins expressif, on ne peut pas dire n'importe quoi comme un langage naturel, parce qu'on est limité par les concepts du domaine. Mais du coup, on est plus précis et souvent, c'est plus facile d'arriver à une spécification correcte. Nous, ce qu'on a fait déjà dans le cadre de ma thèse de doctorat, on avait pris un guide de best practice de la FAA aux États-Unis pour l'ingénierie des exigences, qui donnait un exemple, un petit système, une isolette, un incubateur d'enfants dans un hôpital. Et il donnait tout un ensemble d'exigences et de scénarios d'utilisation pour ça en langage naturel. Et nous, on a dit, tiens, on va prendre AADL, on va prendre un langage de modélisation des scénarios. Ce n'est pas les use cases de UML, mais c'est autre chose. On va tout modéliser à ça. Et donc, bien que ce soit un document recommandé par la FAA, on a trouvé une bonne dizaine d'erreurs, d'incohérences dans les scénarios, par exemple. Tout ça parce qu'on avait un outil pour spécifier les scénarios. Et en plus de ça, on avait un simulateur qui permettait de voir l'exécution des scénarios. Et grâce à ça, on a pu déjà trouver ces erreurs-là. Donc, plus on trouve ces erreurs-là dès le début, donc plus on modélise, moins on a de chances d'avoir des erreurs à la toute fin, de les trouver quand il est trop tard, c'est-à-dire quand on a déjà développé le système. Et en plus, évidemment, les langages de modélisation nous permettent de développer des outils qui vont nous aider, qui vont nous faire des vérifications sur nos modèles pour détecter des erreurs de conception, des incohérences, le plus tôt possible. Et aux États-Unis, ils ont déjà quand même fait pas mal d'études là-dessus avec le langage AADL. En fait, ils ont eu un programme qui s'appelait SAVI, System Architecture Virtual Integration, et ils ont vraiment estimé quel pouvait être le retour sur investissement de ces processus-là, et ils en sont rendus à la conclusion qu'il y avait au moins 25 % de réduction de cost. C'était vraiment une estimation assez conservatrice. Ça, c'est des choses qu'ils ont fait au SEI à Carnegie Mellon. Et donc, l'idée, c'est qu'on veut modéliser au lieu de programmer. Hein. Ceux qui connaissent la programmation ici connaissent sûrement cette chaîne de compilation. Alors, au début, moi, quand j'ai commencé mes premiers programmes, on travaillait en assembleur. Bon, programmer en assembleur, c'était un peu compliqué. Dès qu'on devait faire un truc un petit peu compliqué, c'était vraiment galère. Et donc, les gens ont l'excellente idée de développer ce qu'on appelle les langages de programmation à plus haut niveau d'abstraction, c'est-à-dire d'avoir dans le langage des constructions qui vont directement bien avec ce qu'on a envie de faire, nous, comme programmeurs. Et du coup, avec notre chaîne ici, on convertit ça dans un langage intermédiaire. Pour chaque langage entré, on aura un convertisseur. Et au final, on convertira ça en code binaire pour le bon processeur qui nous intéresse. Et donc, ça a nettement amélioré la production. Qu'est-ce qu'on essaie de faire en ingénierie dirigée par les modèles? Ben, en fait, on essaie de remonter encore plus l'abstraction ici. Donc, vous voyez ici, j'ai mis un truc qui s'appelle le processus de MDA, Model Driven Architecture de l'OMG. Hein. Donc, l'idée, non seulement on monte en abstraction, mais aussi on essaie de bien séparer les préoccupations. On va avoir différents modèles pour différentes préoccupations et on va combiner ces modèles. Donc, le CIM, ici, on est plutôt au niveau des exigences, des besoins. Ensuite, on va avoir un modèle de la plateforme logicielle, la plateforme d'exécution matérielle, et ensuite, on va combiner ça pour avoir un vrai modèle qui pourrait être exécuté. Et c'est ici qu'on va faire déjà plein d'analyses simplement à base des modèles, sans même avoir implémenté quoi que ce soit. Et c'est là que c'est payant aussi. Dès qu'on trouve des problèmes, on remonte au bon endroit. Peut-être qu'il peut y avoir des erreurs dans les exigences. On peut revenir là-dessus. On itère, et quand on a un modèle correct, selon nos analyses, bien là, on revient à l'ancienne chaîne de compilation, on génère le code, et on génère un code binaire automatiquement. Donc, nous, à Télécom, on travaille pas mal là-dessus. On a un outil qui prend des modèles AADL et qui génère du code C automatiquement pour une plateforme de système d'exploitation de données, différentes plateformes de système d'exploitation de données. Maintenant, l'état de l'art sur les pratiques du MBSE. Donc, on a vu qu'il y a quelques personnes ici qui en savent sans doute plus que moi là-dessus. J'ai fait une petite recherche rapide. Je n'ai pas eu le temps de faire une recherche approfondie. J'ai trouvé cet article-là. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui le connaissent. Il est référencé, en fait, sur le site de Linkosi.
State of Practice Survey of Model-Based System Engineering. Il est quand même assez vieux, il date de 2019, donc avant le COVID. Mais j'en ai pas trouvé de plus récent, honnêtement. Et donc, il a quelques conclusions. Qu'est-ce qui est bon? Apparemment, effectivement, ceux qui appliquent les approches model-based vraiment constatent une amélioration dans la qualité des systèmes et dans l'efficacité quand on pratique les tâches classiques de l'ingénierie système à base de modèles. Plus grande facilité pour communiquer entre les ingénieurs. Et ils ont conclu en fait que les processus, les méthodes, les notations sont quand même assez matures et efficaces pour les tâches d'ingénierie système. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ça, ceux qui le pratiquent? Oui? C'est réaliste? Bon, ben c'est bon à savoir. Par contre, ils identifient un certain nombre de problèmes ici, en fait, qui préviennent l'adoption du MBSE, parce que c'est loin d'être complètement répandu. Problème culturel, je pense que vous savez tous un peu ce que c'est. On est ingénieur, on n'a pas envie de changer de façon de travailler. On sait que notre façon de travailler, elle fonctionne, ça marche. On n'a pas envie de prendre de risques, de tout péter, comme on dit en France. Et donc ça, c'est un gros problème. Plusieurs personnes vont nous dire encore aujourd'hui, le MBSE, ça ne sert à rien, c'est inutile, c'est compliqué, ça ne marche pas. Donc il y a aussi ces croyances-là qui sont là. Il faut aussi apprendre des nouvelles skills, comment on dit en français, des nouvelles compétences. Excusez-moi, des fois, des nouvelles compétences. Donc, ça nous change un peu. On est obligé de changer notre façon de travailler. On peut dire aussi que des outils, l'apprentissage n'est pas toujours facile. Les outils, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé Papyrus pour SysML. Moi, je donne un cours d'UML avec les étudiants, je leur fais utiliser Papyrus. Ça pourrait être mieux quand même. On l'utilise parce que c'est gratuit, mais il y a quand même une petite marche avant de pouvoir l'utiliser. Et donc, ça, c'est un problème. Et ici aussi, l'Act of Management Support. Et c'est là-dessus, nous, en fait, qu'on fait pas mal de recherches. Et c'est de ça dont je vais vous parler au niveau des challenges, des défis qu'on a dans le MBSE. Donc, il y a plusieurs approches pour le MBSE. Il y a un truc qui s'appelle Arcadia, vous devez connaître peut-être, la méthode Arcadia. C'est très utilisé chez Thales, c'est Jean-Luc Voirin qui a créé ça. Et il y a un outil, toute une suite d'outils, Capella, qui est un langage en lui-même et qui est largement inspiré par, en fait, UML et SysML, mais ce n'est pas de l'UML et ce n'est pas du SysML. Donc, en fait, Thales, ils ont un peu refait leur propre approche, leur propre méthode, leurs propres outils pour faire du MBSE. Mais ça marche et c'est en fait très, très populaire. Régulièrement, il y a des webinaires sur Capella organisés par OBO. Et des fois, il y a jusqu'à 300 personnes qui participent à ces webinaires-là. Nous, par rapport à ça, la communauté à ADL, quand on est 40 personnes, on est content, quoi. C'est pas du genre le même truc. Un autre processus, Sésame. Donc, je connais moins bien, mais je sais que ça existe. On a eu des projets avec Safran, Electronics and Defense, et eux, ils sont plus dans ces approches-là. Comme on travaille avec les Américains, nous, on parle beaucoup de ACVIP, Architecture-Centric Virtual Integration Process. Et ça, c'est ce qu'ils mettent en œuvre en ce moment à l'armée américaine pour construire leurs nouveaux programmes, comme par exemple le Future Vertical Lift. Et eux, ils utilisent beaucoup SysML et évidemment AADL ici. Et après, je vais vous parler un peu de PST. C'est un projet qu'on a fait avec l'IRT Systemix et Alstom et Safran aussi, dans lequel on a testé aussi une approche de l'ingénierie système en combinant plusieurs langages. Je vais vous parler de ça un peu rapidement. Donc, ACVIP, ça, c'est leur diagramme principal aux US. Vous devez tous connaître, je pense, le cycle en V. C'est classique, hein? Donc, dans le système critique, on est encore sur des processus cycle en V. On n'est pas vraiment dans l'agile où l'élément central, c'est le code. On n'est pas du tout là-dedans dans le système complexe. Et donc, vous avez la phase d'ingénierie des exigences, conception du système, conception du logiciel, conception des composants, le code. Et à chaque côté, à chaque phase, vous planifiez déjà, dès le début, une activité de vérification correspondante. Et donc, ce qu'ils font, c'est qu'on parle d'intégration virtuelle, c'est-à-dire qu'on va ajouter un deuxième V en parallèle au V standard. Et à chacune des étapes du
processus. On va utiliser des modèles pour représenter les spécifications. Et dès l'instant, ici, on va faire des vérifications. On n'attendra pas d'avoir construit le système pour faire nos tests. On va faire plein de vérifications. Et ça, c'est très efficace. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a eu pas mal d'études qui ont été faites qui se sont rendues compte que d'où viennent les erreurs quand on développe des systèmes. Moi, je me souviens, j'ai été développeur longtemps dans l'industrie. On parlait souvent de bugs d'analyse. On se disait que finalement, c'était pas toujours nous, les développeurs, qui faisions les erreurs. Des fois, les erreurs étaient bien plus haut. Dans celui qui avait fait l'analyse, il y avait des problèmes. Et du coup, ça avait des impacts tout le long de la chaîne de développement qui étaient quand même assez conséquents. Et donc, en fait, on se rend compte qu'on peut avoir plein d'erreurs qui arrivent dès l'ingénierie des exigences. Dans un avion, vous avez des milliers d'exigences capturées souvent avec un outil qui s'appelle DOORS. Et si vous ne pouvez inspecter ça que manuellement, vous pouvez facilement avoir 2 exigences contradictoires dans votre spécification. Qu'est-ce qui arrive si j'ai 2 exigences contradictoires? Ça veut dire qu'il n'existe pas de système qui va satisfaire toutes mes exigences. Donc déjà, je suis coincé. Donc, dès les exigences, on peut faire beaucoup de travail ici. C'est pour ça qu'il y a toute une communauté. Il y a une conférence qui s'appelle Requirements Engineering, où il y a plein de gens qui travaillent sur plein d'approches intéressantes pour essayer d'améliorer la qualité des exigences. Donc, 70% des erreurs et 80% des erreurs trouvées seulement qu'ici. Donc, évidemment, ça coûte cher. On est obligé de repartir, refaire le système. Donc, l'idée, c'est de découvrir les erreurs. On est architecture-centrique, centré sur l'architecture, donc vraiment l'élément principal, c'est le modèle d'architecture, mais autour de ça, on aura plein d'autres modèles, justement, qui nous serviront à faire plein d'analyses pour vérifier notre conception. Si on veut vérifier des accès concurrents, on peut très bien convertir le modèle d'architecture en réseau de Petri ou en tout ce qu'on veut pour faire nos analyses. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'ils utilisent beaucoup aux US. Dans le cadre du projet PST de l'IRT Systemix, dans lequel on est impliqué, PST, c'était Performance des systèmes de transport. On a travaillé beaucoup avec Françoise Caron, s'il y en a qui la connaissent, de Iris Conseil. Et donc, on a mis en œuvre plutôt un processus qui vient vraiment plus d'elle qu'autre chose. Et l'idée ici, c'est d'utiliser, en fait, on a déjà les exigences dans un format REKIF parce que c'est un format d'interchange qui est facile à convertir. On aurait pu aussi avoir les exigences en XML. Et ensuite, on a les modèles système. Et l'idée, c'est qu'on a le modèle système qui sert, en fait, un peu à gérer l'ensemble des contraintes du système entre les différentes équipes de domaines du système. Donc, vous pourrez avoir les ingénieurs système qui vont chapeauter la conception. Ils vont dire, vous, les systèmes embarqués, vous avez telle contrainte, parce que si vous respectez pas cette contrainte, ça cause problème à mes ingénieurs mécaniques ou mes ingénieurs d'un autre domaine. Donc, ici, dans cette approche, on a vraiment le système qui sert à gouverner un peu les contraintes, répartir les contraintes entre les différentes spécialités. Et donc, on a testé ça, mais on n'a fait qu'une seule spécialité. Donc, on est loin d'avoir un truc parfait. Et la spécialité qu'on avait, c'était le système embarqué, partie système embarqué. On avait un cas d'étude qui était le ferroviaire avec Alstom. Là, on a testé un peu un genre de système de freinage avec une approche 2 parmi 3, donc avec de la redondance pour les systèmes critiques. Et on a utilisé justement AADL et ALISA. Donc, il y a un truc qui s'appelle ALISA que les gens ne connaissent pas bien dans AADL, qui veut dire Architecture-Led Incremental System Assurance, où on peut en fait capturer toutes les exigences qu'on a pour notre système. Et non seulement on peut les capturer, mais on peut évidemment les relier au modèle d'architecture, mais en plus exprimer nos exigences sous forme de contraintes avec un langage de contraintes dédié à ADL qui s'appelle Resolute. Et quand ça, ce n'est pas suffisant, on peut aussi définir un plan de vérification dans cet environnement-là, un ensemble d'activités de vérification qui doivent être exécutées pour vérifier nos exigences. Donc, typiquement, ça peut être lancer un outil externe qui va faire des calculs et qui va remettre dans le modèle d'architecture, revaloriser des propriétés, si c'est la consommation énergétique, peu importe. Et ensuite, on aura des exigences qui vont tester des valeurs. La consommation énergétique ne doit pas être plus grande que telle ou telle valeur. On peut encoder aussi même des règles de design, dire, je dois avoir, tous mes processeurs doivent être de la même marque ou de même catégorie. On peut encoder tout ça. Donc, on a utilisé ça comme environnement de vérification.
Et ça a bien fonctionné. On était un des premiers, d'ailleurs, à utiliser cet environnement de manière aussi intensive, ce qui a permis de lever pas mal d'erreurs et de faire pas mal d'allers-retours avec le SCI pour corriger les problèmes. Mais il reste en moi, je vous montre ça, surtout parce que dans un processus comme ça un peu réaliste, on voit en fait qu'on a plein de modèles. Et en fait, il y a plein d'informations qui sont communes à ces modèles-là. J'ai mon modèle SysML du système. En ADL, j'ai un peu la même chose. J'ai un peu les mêmes composants, mais je vais aller peut-être plus en détail sur les parties système embarqué. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait pour gérer ça? On a utilisé un outil dans la plateforme Eclipse qui s'appelle Capra. C'est un outil de traçabilité qui permet de tracer n'importe quel élément de modèle avec n'importe quel autre, et de créer son propre métamodèle de traçabilité. Et donc, on a utilisé ça, on a créé une extension pour ADL, etc. Mais tout ce que ça fait juste des traces. Si un jour je supprime un élément en ADL, on avait par exemple les exigences requises, on a une partie des mêmes en ALISA. Donc, si je supprime une exigence là, ça va juste m'avertir, attention, il y a une incohérence, mais ça ne va rien faire de plus pour moi. Donc, clairement, c'est pour vous montrer que ce n'est peut-être pas suffisant. Quand on a des milliers de modèles comme ça, on a peut-être besoin encore d'un peu plus d'automatisation là-dedans. Tout récemment, on a eu un autre projet qui s'appelle Archeox avec l'IRT Saint-Exupéry. Le but du projet, c'était de faire du multi-CPU sur des plateformes distribuées pour des applications synchrones. Et donc, nous, on a travaillé encore une fois sur la partie process dans cette approche-là. On a défini un processus qui met en œuvre, en fait, une chaîne d'outils qui s'appelle Asterios, que vous avez peut-être déjà connu, mais donc, ce n'est pas le but de montrer ça. On avait un cas d'étude qui était un système de freinage, encore une fois, mais un système de freinage pour l'avionique. Donc, ça a l'air simple, mais en fait, quand on regarde le modèle de ce système de freinage-là, il y a plein de composants. Et ce n'est pas du tout un cas d'étude facile. Et là, on a fait le choix de vraiment représenter formellement le processus avec un langage donné pour ça. Et donc, on a utilisé un langage qui est développé par nos partenaires, nos collègues en Belgique. Ça s'appelle FTG plus PM. C'est Formalism Transformation Graph plus Process Model. Donc, ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai simplement un ensemble de langages de modélisation et je vais définir comment je peux transformer un modèle d'un langage en un autre avec une transformation. Donc, j'ai comme un dictionnaire de langage et un dictionnaire de mes transformations entre ces langages-là. Et après ça, je vais vouloir modéliser mon processus et je vais avoir le process model. Et en fait, ça, c'est simplement un diagramme d'activité UML, pour ceux qui connaissent, mais spécialisé pour la modélisation, dans le sens où, ici, je vais avoir des activités et qui ne vont prendre comme paramètre que des modèles. En fait, c'est une vue, tout est modèle, on appelle ça aussi le modelverse, c'est une autre façon de parler de ça. Et donc ici, je vais combiner chaque activité, en fait, ça va être typé par une transformation ici. Chaque modèle ici est typé par un langage ici. Donc, je vais représenter ça. Et donc, je peux utiliser ça pour essayer de guider mes ingénieurs pour voir s'ils suivent le processus, sur leur indiquer quelle est la prochaine étape. Sachant qu'on modélise à la fois non seulement des activités qui sont automatisées, mais aussi des activités manuelles. On va à la fois les représenter ici. Et donc, on a utilisé ça pour un vrai cas d'étude, un processus pour le multicœur de l'application distribuée avec Safran à Massy. Et vous voyez un peu le genre de diagramme que ça nous donne. En fait, on se rend compte quand on regarde les choses dans le détail, en anglais on dit souvent « the devil is in the details », qu'en fait, c'est plus compliqué qu'on pensait. Vous voyez ici, ça c'est le processus global. Donc, on a ici le diagramme d'activité typé par chaque langage mis en œuvre et chaque transformation mise en œuvre. Donc, c'est le truc global. Si on va dans le détail de quand on fait l'analyse et la distribution pour le réseau, etc., les applications synchrones, on a encore un autre diagramme quand même assez compliqué. Donc, le but, c'était de tester un peu ces approches-là avec un cas d'étude réel. Et là, c'est ici qu'on intègre, en fait, la chaîne d'outils Asterios. Et quand on voit ça, on voit qu'il reste encore beaucoup de problèmes là-dedans, parce que nos transformations, en fait, on n'est pas très précis sur ce que c'est une transformation là-dedans. On dit simplement, je peux transformer un modèle en un autre, mais en réalité, on a besoin de beaucoup plus de choses que ça. Et c'est là qu'on arrive au défi qu'on a en gestion des modèles. On a plein de modèles, il faut les gérer. Donc, dans les premiers défis qu'on a, c'est comment gérer autant de modèles correctement. Et un des problèmes qui est important ici, c'est la cohérence de ces modèles. Donc, c'est surtout qu'on est dans des équipes de développement maintenant qui sont délocalisées. Les ingénieurs de différents domaines travaillent
en parallèle, font des modifications de leur modèle, mais chacun de ces modèles-là parle du même système. Donc, ils ont forcément des informations en commun. Donc, si moi, je prends une décision de changer ça, il faut que les autres. Donc, c'est pour ça qu'on a des approches aussi. On a l'ingénieur système, justement, qui va chapeauter toutes ces décisions-là, mais on aimerait bien quand même avoir un peu d'automatisation. Comment spécifier les processus? Il y a plein de processus dans l'industrie, mais très souvent, c'est documenté en Word. Il n'y a pas de langage de modélisation, donc c'est important aussi. Un autre truc aussi, comment combiner les langages. Très souvent, on va faire ce qu'on appelle la co-simulation. Donc, j'ai un simulateur pour un langage. J'ai une partie qui représente une partie de mon système. J'ai un simulateur pour une autre partie de mon système. Je voudrais bien les réutiliser. Donc, je dois les intégrer ensemble pour pouvoir simuler le système au complet. Comment faire ça? C'est tout un domaine de recherche. Ça fait partie aussi de la modélisation multiparadigme. L'importance de la cohérence des modèles, je prends un exemple que vous connaissez peut-être, l'Airbus A380. Vous vous rappelez de ce problème-là? Ça date un peu déjà. Ça a coûté très cher quand même. Hein? Donc, vous avez la Carlingue développée à Toulouse. Les modèles sont faits avec des outils de CAD. Je ne sais plus lequel, c'est peut-être CATIA, je suis plus sûr. Non, ça ne doit pas être CATIA. Et vous avez les câbles modélisés à Hambourg, en Allemagne. On fait les modèles, tout va bien. Déjà, apparemment, les ingénieurs, quand ils ont commencé à faire Airbus, quand ils ont commencé à travailler ensemble, il y a eu non seulement des problèmes d'outillage, mais même des problèmes culturels aussi. Apparemment, au début, les Français avaient du mal à parler anglais, les Allemands avaient du mal à parler anglais. Déjà, pour se comprendre, c'était compliqué. Mais là, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont utilisé les mêmes outils pour le CAD, mais avec des versions différentes. Et à cause de ça, il y a eu une incohérence qui s'est glissée entre ces modèles. Donc, la relation de cohérence entre ces deux modèles a été brisée. Et quand ils sont venus pour intégrer le vrai système, ils sont venus pour mettre les fils dans la carlingue, il manquait quelques centimètres. Donc, ça a retardé le programme de plusieurs années. Ça a coûté très, très cher. Donc, ça, c'est le cas de l'Airbus A380, mais c'est arrivé aussi dans plein d'autres cas. On en voit régulièrement. Par exemple, je me souviens, on avait vu aux nouvelles, la SNCF a commandé des nouveaux trains. Ah, il y a des gares qui ne sont pas assez larges pour les trains. Donc, l'idée, en fait, c'est vraiment que si on arrive à modéliser toutes ces spécifications-là, peut-être que je peux avoir des outils. Je commande des trains, je vais avoir un outil qui va vérifier parmi tous mes modèles, est-ce que la largeur est correcte ou pas. Et pareil, ici, on devra avoir l'intégration des modèles. C'est montrer qu'il faut bien gérer les modèles, c'est important. Et donc, c'est un domaine important, à tel point qu'il y a plein d'entreprises qui commencent à s'intéresser à ça. Il y a Dassault Systèmes, on a quelqu'un de Dassault Systèmes, je crois. Moi, j'ai assisté à un tutoriel Dassault Systèmes à Montréal, à la conférence Models, où on montrait justement qu'ils arrivent en fait à relier une exigence dans un langage d'exigence à une partie d'un modèle CATIA. Hein, tout ça pour s'assurer vraiment de bien gérer ces modèles-là. Ils utilisaient en plus Magic Draw, je crois que c'était Magic Draw pour SysML, et ils sont vraiment en train de construire une approche intégrée où on essaie de relier tous ces outils-là. Je crois qu'ils sont en partenaire avec une boîte qui s'appelle Syndeia, où justement, eux, ils font un peu la même chose. Il y a un projet open source, OpenB, où on essaie aussi de développer un système de modèle management. ANSYS a un truc qui s'appelle Model Center. Il y a un projet JPL aux États-Unis qui s'appelle OpenCesar, où on a développé un langage spécifique d'ontologie, Ontology Modeling Language, et on essaie de fédérer tous les modèles en un seul langage d'ontologie. Donc, il y a plein d'approches, mais ce qui se passe, c'est que tout le monde travaille un peu dans son coin là-dessus, et il n'y a pas vraiment de fondements qui sont étudiés. Nous, c'est ce qu'on essaie de faire, nous, les académiques, développer des fondations. Je ne sais pas si je prends trop de temps, peut-être, hein? On va raccourcir. Donc, on a une approche ici qui s'appelle ACMOM, qui est un projet qui a été financé par le DOD. On a créé une première infrastructure. C'est avec un truc qui s'appelle les mégamodèles. Bon, je n'explique pas trop ce que c'est, mais en gros, c'est modéliser la modélisation. En fait, le FTG que j'ai montré tout à l'heure, c'est un mégamodèle. Donc, on va passer assez vite là-dessus, mais l'idée, c'est qu'on trace aussi des liens entre différents éléments de modèle et on peut définir des opérations sur chacun de ces liens, ce qui fait que quand il y a quelque chose qui change, on exécute une opération pour garder la cohérence. Donc, c'est des travaux qu'on fait. On travaille maintenant avec un autre partenaire de Brest, qui a un outil qui s'appelle OpenFlexo. Là, c'est vraiment de la fédération de modèles. Et l'approche est un peu différente ici, dans le sens où on va créer un nouveau métamodèle, un nouveau ensemble de concepts
qui simplement, ces concepts-là, vont lire et écrire les données dans les modèles de base des outils, en fait. Donc, c'est une approche qui n'est pas disruptive. Donc, on a commencé à comparer ça. On fait aussi partie d'un autre projet ANR qui s'appelle Chaotique, où on doit encore une fois construire une chaîne d'outils. Donc, pourquoi pas utiliser le modèle management pour construire cette chaîne d'outils-là. Donc, ici, j'ai 2 outils qui font de l'analyse de Worst Case Execution Time, mais ils prennent les données dans différents formats. Et comment je fais pour gérer ça? Bien, nous, en ACMOM, on génère des relations entre ces différents éléments-là, avec une opération ici qui va lier les données des deux et qui pourra être exécutée si on change les données pour garder la cohérence. Ici, en OpenFlexo, on a une approche différente dans le sens qu'on a vraiment un nouveau métamodèle qui représente tout ça. Et l'intérêt de ça, en fait, c'est l'approche qu'on a choisie finalement parce qu'on veut que nos utilisateurs n'aient pas à connaître chacun des formats des outils. Donc, on a un modèle central. Les utilisateurs n'ont à apprendre que ce modèle central. Et tout se fait via cet outil-là et tout reste bien synchronisé. On a créé aussi un petit langage de workflow qui nous permet d'exécuter ces différents outils à travers OpenFlexo. Donc, juste pour vous montrer ce qu'on fait. Co-simulation, je ne vais peut-être pas en parler comme on n'a pas de temps. Un dernier challenge, c'est la validité des modèles. Hein. Souvent, le modèle, c'est une représentation de la réalité. Donc, un modèle s'appuie sur des hypothèses. Un modèle n'est jamais parfait. Il y en a une thèse, justement, où on travaille à représenter ça formellement. Je suis un modèle de simulation, je représente formellement mes hypothèses de simulation, mais je représente aussi la précision de mon modèle, ce qui fait que si je suis à une étape précise de ma conception, je sais quelle tolérance j'ai besoin et je peux mieux sélectionner le modèle dont j'ai besoin. Donc ça, c'est un petit exemple pour montrer que des modèles, ça s'appuie sur des hypothèses avec de la physique simple. Ici, un peu, ça fonctionne avec des notions qu'on appelle des frames. Donc, quand on développe le modèle de ce côté-là, on a ce qu'on appelle des experimental frames parce qu'on fait une expérience pour capturer le modèle, mais on va à la fois connaître le contexte de cette expérience-là pour mieux capturer ensuite, quand je vais utiliser mon modèle, dans quelles conditions il va être utilisable ou pas. Et par hasard, on a été contacté après par Renault, qui avait justement ce problème-là. Il y a un groupe à Renault, à Guyancourt, qui sont spécialistes de la modélisation. Ils ont plein de modèles et ils ont des problèmes à gérer, à choisir le bon modèle pour ce qu'ils veulent faire, tellement il y a de modèles. Ils ont déjà commencé à travailler sur ce sujet. Ils ont une notion qui s'appelle Model Identity Card. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, ils utilisent SysML pour représenter les modèles de simulation. Et donc, on travaille avec eux sur une nouvelle approche qui va sans doute s'appuyer sur notre autre thèse sur la validité pour améliorer ces choses-là. Donc, les systèmes sont de plus en plus complexes. Tout ça pour dire qu'on a besoin du modèle management, pas seulement au design time. Hein. Au début, on a parlé de systèmes complexes. Donc, en fait, la réalité, c'est que dans les vrais systèmes complexes, c'est très difficile de tout planifier dès le début. Et donc, on va être obligé d'avoir ce qu'on appelle la self-adaptation pour essayer de configurer le système automatiquement. Et on arrive à un domaine qui est de plus en plus populaire, les digital twins. Qu'est-ce que c'est qu'un jumeau numérique? En fait, c'est un modèle du système en opération. Et du coup, on va s'appuyer encore une fois sur plein de modèles. Il peut très bien arriver que l'environnement change, le système change. Du coup, on est obligé de changer de modèle. Et donc, il faut savoir dans quelles conditions le modèle est valide ou pas. Et donc, on a également besoin de modèle management à runtime. Bon, si ça m'a levé 2, j'en parlerai plus tard. On va conclure. Donc, on a parlé un peu de ce que c'est que les systèmes complexes ou compliqués, l'architecture, le MBSE, les approches courantes en MBSE, et on peut parler plutôt des challenges sur le modèle management, la cohérence, mais aussi la validité. Et un autre sujet sur lequel on veut travailler, c'est les changements. Comment gérer qui peut changer tel modèle. Et on a souvent une notion qu'on appelle authoritative source of truth, c'est-à-dire que j'ai plusieurs modèles qui contiennent la même information. Si j'ai une incohérence, quel modèle a la vérité? Donc ça, on veut capturer ça formellement aussi pour mieux gérer notre cohérence. On a une thèse un peu dans ce domaine-là. On a eu la nouvelle hier qu'on a le premier workshop sur le modèle management qui a été accepté à la conférence Models. Donc, si vous travaillez sur ces domaines-là, que vous voulez publier des articles, vous serez les bienvenus pour soumettre. Ça va avoir lieu à Linz, en Autriche. Voilà. Donc, j'ai pris beaucoup de temps. Merci Dominique. Merci.